là, par exemple, le Messie, et ainsi de suite. Et ça, c'est une conscience astralisée du phénomène, parce que le phénomène lui-même se manifestera d'une façon totalement créative, totalement cachée, voilée, et c'est après la manifestation que l'homme aura conscience de ce qui se passe. Dès que vous utilisez le mot astralisé, c'est un sourire en coin, comme si tout ce qui est astralisé est négatif. Pourtant, dans la première partie, vous avez laissé entendre qu'il y a du bon et il y a du pas bon. Oui. Quand je parle d'astral, quand je dis que la conscience de l'homme est astralisée, je veux dire que la conscience de l'homme, elle est régie par des lois qui font que sa conscience, son intelligence, la mesure de son intelligence, est toujours colorée par des paramètres ou des éléments qui font partie de sa nature humaine. Que cette nature humaine soit spirituelle, philosophique, occulte, ésotérique ou purement matérielle, ça n'a pas d'importance. Ça fait toujours partie de sa nature humaine, donc ça fait partie de sa personnalité. Ça ne fait pas partie de sa personne. Mais ça pourrait être astralisé dans un plan positif, puisque l'âme, dans l'âme siège la conscience. L'homme découvrira que l'astralisation de sa conscience, que ce soit vers le monde matériel ou que ce soit vers le monde spirituel, en fonction de son évolution cosmique, c'est une demi-mesure. Autrement dit, regardons sur le plan matériel d'abord. L'homme a fait des choses absolument extraordinaires sur le plan matériel, la science que nous avons aujourd'hui. Des choses. Sur le plan cosmique, cette science, elle est diminutive, limitative. Pourquoi? Parce que la science aujourd'hui, malgré tous ces grands mouvements, elle est incapable de prendre conscience de la loi de conséquence. Donc si l'homme aujourd'hui fait quelque chose au niveau du laboratoire, dans son labo, il n'est pas capable de prendre conscience des conséquences de son acte. Le problème de l'ozone sur notre planète, c'est un exemple. Le problème de la pollution, c'est un exemple. Donc, nous avons, en science, une incapacité mentale de définir l'infini mouvement de notre connaissance. Donc, automatiquement, nous sommes obligés de vivre sur le plan de l'âme, sur le plan de l'expérience humaine, les causes de notre inconscience académique. C'est ce que nous connaissons dans le monde. Si l'homme était conscient, admettons que nous avions sur la Terre des scientifiques qui étaient conscients, autrement dit, qui étaient en fusion avec cette lumière-là, leur réalité, et que ces hommes travaillaient dans le laboratoire, ces hommes seraient dirigés dans leur expérience laboratoire. Ils seraient démontrés, ils seraient guidés d'une façon très très étroite dans le mouvement de leur conscience créative, donc ils auraient conscience instantanément de la conséquence de leurs actes. Et si nous vivons sur notre planète aujourd'hui, comme nous avons vécu pendant des millénaires, des conditions catastrophiques à notre évolution qui ont empiété sur le développement de la liberté de la conscience et qui ont aussi empêché l'homme de devenir un être grandiose dans le sens cosmique du terme, c'est parce que nous n'avions pas conscience des lois de conséquences. Nous étions assujettis aux lois de conséquences. Et ceci fait partie du monde de l'astral. L'homme doit connaître les conséquences de son acte. Mais pour connaître la conséquence de son acte, surtout s'il travaille dans le domaine de la science, il faut qu'il ait un œil élevé en ce qui concerne la science. Il faut qu'il ait un troisième œil. Il faut qu'il ait un contact avec des mondes parallèles qui sont tellement avancés dans le temps, des plans de lumière et d'intelligence qui sont tellement avancés dans la structure cosmique de l'univers, que ces êtres-là sont capables de donner à l'homme une précise connaissance de la science qui fait partie de son expérience créative. Si nous n'avons pas ça, nous vivons ce que nous connaissons aujourd'hui, une science matérielle qui a du très bon et du très mauvais. Sur le plan de la spiritualité, c'est la même chose. Si l'homme va dans le monde de la spiritualité, il astralise sa conscience. Qu'il aille vers le mauvais, autrement dit la magie noire, je le mets au pire, ou qu'il aille vers les grandes religions, à partir du moment où il est assujetti spirituellement à des doctrines, il ne peut pas avoir la conscience mentale, autrement dit le savoir, qui lui permettrait de voir à travers les mystères de ces doctrines, qui essentiellement représentent la liberté créative de son mental supérieur. Donc il est assujetti à des doctrines, il fait encore partie de ces êtres qui vivent l'expérience de l'âme, mais dans ce cas-là, ça sert à l'évolution spirituelle, sociale de l'humanité, au lieu de faire partie de l'évolution guerrière, antisociale de l'humanité. Donc l'homme doit sortir de la polarité. Et pour sortir de la polarité, il faut qu'il ait une conscience intégrale. Autrement dit, il faut qu'il soit unifié à sa source. Et pour qu'il ait conscience mentale de cette unité-là, il faut qu'il puisse communiquer par télépathie avec sa source. Pour nous, les hommes de l'évolution, c'est normal de penser. Un homme qui ne penserait pas aujourd'hui serait considéré anormal. Donc, les hommes de l'évolution pensent. Les hommes de l'évolution ne penseront plus. Et simplement, ils communiqueront par télépathie avec les autres clans. Ce sera une autre pensée, une autre forme de pensée.
qui en elle-même sera créative et qui en elle-même ne sera plus réflexive. Donc, si l'homme vient de penser une télépathie avec les circuits universels, il est évident que sa conscience scientifique, sa conscience spirituelle, sa conscience métaphysique est beaucoup plus élargie. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus limité par la mémoire de sa race. Il n'est plus limité par la mémoire personnelle. Il n'est plus limité par la mémoire de l'émotion qui empêche son mental de prendre réellement la grande allure créative que le mental doit et fait pour faire. Donc, il n'est pas capable de connaître ce que veut dire la liberté. Tout ce qu'il peut connaître comme liberté, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est un constat psychologique qui fait partie de l'inclusion de l'homme évolutif dans la grande enveloppe évolutive de la conscience expérimentale. Comme je dis souvent, parce que je trouve que c'est un exemple qui sied bien à tous les hommes, si je marche dehors et que je passe en dessous d'un toit et qu'une brique me tombe sur la tête, ce n'est pas de la liberté. Je vais dire, moi je marche dehors, j'ai décidé de marcher là. Mais si je n'ai pas conscience que la brique va me tomber sur la tête, quelle sorte de liberté ai-je? Donc tant que l'homme ne pourra pas marcher dehors et passer en dessous d'un toit et savoir qu'une brique va tomber, la voir, ou passer à côté, être guidé à passer à côté et la voir tomber à côté de lui, pour réaliser que le double le protège, à ce moment-là, l'homme n'est pas libre, il a simplement un libre arbitre qui fait partie de la relative illusion psychologique de la liberté de son moi, qui est essentielle pour la conservation de l'équilibre psychologique de son ego. Un homme qui n'aurait pas ça, il se sentirait totalement aliéné. Mais à partir du moment où l'homme va vivre la fusion, qu'il va entrer dans cette unité d'esprit, d'âme et d'ego, le libre arbitre, il va tomber, parce qu'un homme qui est conscient est très conscient des lois de l'énergie pour vivre l'illusion du libre arbitre. Il est intéressé à être libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un homme conscient, être libre? Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de l'énergie, sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Donc l'homme doit connaître, comprendre les lois de l'énergie d'une façon parfaite. Comprendre les lois de l'énergie, je vous donne la parole tout de suite, comprendre les lois de l'énergie veut dire savoir parfaitement se protéger contre toute forme d'astralisation qui fait partie de sa conscience. Vous nous avez dit, il sera protégé par son double, pour ne pas passer en dessous de l'échelle où la brique va y tomber sur la tête. C'est peut-être ce qu'autrefois on appelait l'ange gardien. Oui, le terme de l'ange gardien, je ne le repousse pas, parce que c'est un terme qui fait partie des connaissances occultes, métaphysiques, spirituelles de l'humanité, seulement que l'ange gardien, quelque part dans le temps, il va falloir que l'homme lui enlève les ailes, d'abord. Il va falloir que l'homme lui enlève la connotation spirituelle de cette entité un peu brumeuse qui existe à côté de soi ou derrière soi, quelque part dans une sorte de néant mental. Et il va falloir que l'homme prenne conscience que cet ange gardien est une entité, une intelligence qui fait partie d'un monde extrêmement évolué et qui aussi fait partie d'une organisation scientifique dans le cosmos tellement avancée que si l'homme savait objectivement qu'est-ce que c'est un ange gardien, qu'est-ce que c'est un archange, en dehors complètement des nuances spirituelles, l'homme s'apercevrait que le cosmos que nous considérons aujourd'hui invisible, mais qui un jour sera ouvert à l'homme, est une immense machine scientifique. Autrement dit, l'homme découvrira avec le temps que dans la mesure où il est capable de sortir de son corps matériel, emprunter le véhicule éthérique, il est capable de se promener dans des zones de temps et d'espace où la science est tellement avancée, mais tellement avancée qu'elle correspond à la perfection absolue de ce que nous, sur le plan matériel évolutif, nous appelons Dieu. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de ces concepts, de cette science qui vient du double, il faut qu'il ait suffisamment de conscience mentale, autrement dit, suffisamment absence d'émotion dans le mental pour pouvoir digérer ceci. Parce que se faire dire par ces plans-là, se faire expliquer l'organisation absolument épouvantablement scientifique de l'univers, dans un monde restreint comme le nôtre, ça crée chez l'homme des chocs. Ça fait de l'homme une petite bébite, et ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme a l'impression d'être une petite bébite lorsqu'il fait face ou qu'il est instruit dans une science extrêmement occulte qui dépasse de plusieurs lieues l'ésotérisme conventionnel? Qu'est-ce qui lui permet ça? C'est cette capacité de supporter ce qu'il sait. Ce n'est pas facile de supporter ce que l'on sait. Ça prend des années. Éventuellement, on devient habitué à supporter ce que l'on sait. Et éventuellement, on n'est plus intéressé à dire ce que l'on sait, parce qu'on sait que ceux qui le reçoivent ne pourront pas supporter ce que l'on sait.
Donc, on doit respecter l'homme, on peut parler de certaines choses, et on aimerait parler de d'autres choses. Il est évident que j'aimerais parler de l'organisation invisible des mondes parallèles. Mais si ça va créer chez l'homme des tensions spirituelles, ou des tensions psychiques, ou des tensions psychologiques, à ce moment-là, il vaut mieux attendre dans un autre temps où d'autres conditions permettront que ce matériel sorte. Dans la première partie de la soirée, vous avez suggéré de lire des livres comme ceux de Rudolf Steiner. Est-ce qu'à ce moment-ci, on pourrait parler de la cosmogonie d'Urantia pour comprendre l'organisation de l'univers? Oui, puisque la cosmogonie d'Urantia a été écrite, à ce moment-là, elle est déjà disponible dans le monde. La cosmogonie d'Urantia, c'est un grand livre parce que c'est le premier livre qui se donne la vocation voilée d'instruire l'homme dans une conscience métapolitique du cosmos. Donc, dans mon optique, la valeur de la cosmogonie d'Urantia, c'est d'amener l'homme, qui a une vision plutôt planétaire, politique de l'univers, de l'amener à sortir de ces frontières psychologiques-là pour prendre conscience que l'univers est régi par des intelligences, que l'univers est habité par des civilisations, que l'univers est extrêmement organisé sur les autres plans, pour le forcer à ouvrir son esprit à une structure mentale de l'univers. Ça, pour moi, c'est la grande fonction occulte de la cosmogonie d'Urantia. Ça, c'est ma vision à moi. Mais une fois que l'homme aura pris conscience qu'il sera dans la conscience de son double, autrement dit qu'il sera dans l'unité de sa conscience, à ce moment-là, il regardera les termes qui sont utilisés dans la cosmogonie d'Urantia, et il poussera encore plus loin l'étude cosmique, psychomentale, réalité invisible derrière le monde de la matière. Donc c'est à ce moment-là que l'homme aura une vision extrêmement matérielle de l'invisible. Parce que la cosmogonie d'Urantia, c'est encore un livre qui est d'une haute spiritualité. Et comme c'est un livre qui est encore d'une haute spiritualité, cette spiritualité influe sur le psychisme humain, et comme l'homme n'a pas suffisamment d'identité, il n'a pas suffisamment d'infusion, il a de la difficulté à aller au-delà de la convention psychique de la valeur de la forme qu'utilise le livre pour décrire ce vaste monde. Exemple, lorsque nous parlons par exemple des archanges, mais qu'est-ce que c'est un archange? Se faire dire qu'il y a des archanges qui s'occupent de la gestion, de l'évolution des univers locaux, c'est une chose. Ça s'arrête là. Bon, ça devient une forme de doctrine valable. Mais l'homme doit aller au-delà de la doctrine. L'homme doit plonger complètement dans le savoir. Donc il doit savoir que ce que nous appelons un archange, c'est simplement une forme d'intelligence qui n'a pas de point dans le temps, mais qui a simplement un point dans l'espace psychique du mental cosmique de l'universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe dans l'universel des dimensions tellement avancées dans la lumière que l'organisation psychique de ces intelligences-là, par rapport à l'évolution de leurs possibilités, de leur potentiel créatif, est équivalente à la manifestation prépersonnelle d'une personnalité qui n'a pas de temporalité. Ça veut dire que ces êtres-là, dans le fond, représentent l'ultime définition de ce que Dieu peut être sur le plan divisible de sa totale et absolue indivisibilité. Il faut que nous sachions ces choses-là. Mais comment pouvons-nous savoir ces choses-là? Nous ne pouvons pas savoir ces choses-là en pensant, jusqu'à pas. Nous pouvons savoir ces choses-là en parlant. Mais pour savoir ces choses-là en parlant, il faut d'abord être capable de supporter notre parole. Il faut s'habituer à notre parole. Mais ce que vous venez de dire comme définition des archanges, ça peut aussi devenir une doctrine. À partir du moment où l'homme entrera dans son identité, dans sa conscience, dans sa fusion, dans son unité, il perdra la mémoire de ce qu'il a entendu et il n'aura pas la mémoire de ce qu'il a dit. Donc il n'y a aucun danger à être assujetti à une doctrine. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire? Moi, je ne me rappelle pas de ce que je viens de dire. Donc, j'ai simplement dit quelque chose. Ça sert à quoi de dire quelque chose? De plonger un peu dans le savoir. Ça sert simplement à faire vibrer le mental de l'homme. Donc, ça ne me donne absolument rien d'avoir dit ce que j'ai dit. Ça ne vous donne absolument rien d'avoir entendu ce que j'ai dit. De mémoriser. Tout ce que ça donne, c'est qu'on a eu l'expérience mentale, vibratoire, que quelque chose a été dit, point final. À partir du moment où on sait que quelque chose a été dit, si c'est quelque chose qui a été dit ne nous affecte pas parce qu'on ne peut pas s'y attacher, parce qu'il n'est pas dirigé vers le mémoriel de l'homme ou le mental inférieur de l'homme, à ce moment-là, on est libre de parler, on peut avoir le plaisir de parler. Et l'évolution de la science, l'évolution du savoir, à tous les niveaux, devrait toujours se finaliser, se terminer dans le plaisir de la science. Alors, soyons très pratiques. Oui.
À quoi sert l'électron? La fonction de l'électron? La fonction de l'électron, c'est d'empêcher, sur le plan matériel, que l'énergie qui fait partie de l'atome s'identifie à l'absolu, s'identifie absolument dans sa progression. Autrement dit, c'est pour empêcher que l'atome devienne totalement unique à lui-même. Lorsque vous avez des électrons qui tournent autour d'un soleil, au lieu que le soleil prenne toute la place, vous avez les électrons qui lui enlèvent constamment de l'énergie. La science découvrira un jour que l'électron enlève à l'atome de l'énergie, constamment, au noyau. L'électron enlève au noyau de l'énergie. Et la fonction de l'électron, c'est celui d'empêcher une expansion absolue de l'énergie atomique. S'il n'y avait pas dans le cosmos d'électrons, s'il n'y avait pas ces particules extrêmement importantes, l'énergie atomique grandirait. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. L'électron est devenu une particule dans l'organisation matérielle des mondes inférieurs lorsque l'univers a été créé. Originalement, lorsque l'univers existait, les scientifiques essaient de situer ça au niveau du Big Bang. Lorsque l'univers existait originalement, il n'y avait qu'une particule, il n'y avait pas d'électrons. À partir du moment où les électrons ont commencé à vibrer, l'atome a diminué, l'atome universel a diminué, et ce qui existe dans le cosmos, c'est la fracturation à l'infini de ceci. C'est pour ça que nous avons des soleils, nous avons des planètes. Les planètes sont des électrons, les soleils sont la partie centrale. Il n'y a aucun endroit dans le cosmos où vous avez simplement des soleils. Tout a été fracturé. Et si l'électron n'avait pas pris naissance au cours de l'évolution des systèmes inférieurs jusque dans la matière, nous n'aurions pas eu de création. Ce sont les électrons qui ont permis que la création fût, dans le sens ou dans la façon où nous le vivons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Dieu? Si nous le regardons d'une façon réellement absolue, scientifique, au-delà de la conscience spirituelle, d'une façon totalement mentale, Dieu, c'est l'origine de l'énergie dans sa phase purement protonique. Dieu, c'est l'absolu quantum de la réalité qui n'est pas divisé et indivisible. À partir du moment où ce quantum d'énergie a été divisible, Dieu a cessé d'être dans sa forme originale indivisible d'énergie, de devenir une multiplicité répétitive de blocs d'énergie capable de soutenir différentes formes de vie dans la mesure où ce bloc original était capable de se diviser. Et nous verrons un jour que la division originale de cette énergie faisait partie d'autres principes extrêmement occultes de ce que nous appelons Dieu. C'est là que l'homme entrera dans la compréhension des lois absolues des alephes et qu'il pourra comprendre que la nature de la science n'a rien à voir avec la perfection de l'intelligence et que la nature de la science a à voir avec la perfection de l'énergie de l'intelligence. Si nous parlons des archanges ou des anges ou de ces êtres qui ne font pas partie de l'expérience matérielle sur le globe, nous parlons d'êtres qui sont tellement avancés dans la science. Pourquoi? Parce que ils s'occupent et ils se préoccupent constamment du perfectionnement de l'énergie de l'intelligence. C'est ça la science du mental, c'est ça la conscience supramentale, qui, sur le plan humain, donnera à l'homme une vision des choses qui correspondra finalement avec la réalité des choses. Nous devons être capables de regarder la forme et de la faire éclater, mais ce que nous devons faire pour le faire demande que nous puissions supporter ce que nous savons. Et quel est le rôle des trous noirs dans l'infiniment grand? Les trous noirs sont des champs de force magnétique, des champs d'énergie où la lumière est utilisée pour la création d'univers parallèles. Autrement dit, dans le cosmos matériel, lorsque une trop grande densité d'énergie est accumulée dans un coin du cosmos, une partie de cette énergie est retirée et réutilisée ailleurs. Donc les trous noirs deviennent des tunnels dans le temps. Et si nous, ou plus tard, lorsque la science sera suffisamment avancée pour voyager à travers ces espaces extrêmement restreints, l'homme pourra découvrir que lorsque l'énergie de l'intelligence retire d'un point extrêmement cristallisé dans le cosmos une énergie puissante, cette énergie sert à la construction d'un monde parallèle.
On dit que plus petit que l'électron ou le proton, il y a les photons. Ouais, mais non, si on commence à parler des photons et de toutes les particules, ben là, à ce moment-là, on continue simplement à parler, et à ce moment-là, ça continue à être pour moi plate, parce que parler de ces choses-là, c'est intéressant seulement dans la mesure où ça peut expliquer des principes de base. Dans la première partie de la soirée. Si vous voulez que je parle d'un photon, un photon, qu'est-ce que c'est? Un photon, c'est une particule de lumière qui n'a pas de présence sur le plan magnétique. Autrement dit, le photon, c'est une particule lumineuse qui ne se véhicule pas par les forces magnétiques. C'est une particule lumineuse qui a la fonction de magnétiser les autres parties autour d'elle pour se donner à elle la rotation nécessaire et la dynamique, la vélocité nécessaire pour transparaître dans l'éther de la particule ou des particules autour. Un photon, c'est une particule d'énergie qui en soi n'appartient pas à notre monde. Et elle devient et elle appartient à notre monde seulement lorsqu'elle a démagnétisé ce qui est autour d'elle et qu'elle a utilisé le magnétisme pour se donner de la propulsion, de la vélocité. Autrement dit, le photon, c'est une particule de lumière qui, en elle-même, n'appartient pas à l'espace-temps relatif à la construction atomique des plans que nous connaissons. C'est réellement une particule qui vient d'un monde parallèle, mais elle apparaît dans notre monde dans la mesure où elle est capable de démagnétiser les particules autour d'elle pour s'approprier une force de rotation et une force dynamique qui lui permettent d'apparaître dans notre monde. C'est réellement une particule libre. Alors quand on parle de la crémation, de l'incinération des morts, faire passer le corps d'un individu qui vient de mourir par le feu, donc par l'énergie des photons, quel est le phénomène physique, spirituel? Le feu, ce n'est pas une particule photonique. Le feu sur le plan matériel, c'est un processus de combustion. Sur le plan cosmique, le feu équivaut c'est une forme d'électrification du feu cosmique. Le feu, c'est de l'électricité tellement subtile qu'à partir du moment où elle entre en contact avec les particules inférieures de notre monde, de notre espace-temps, elle crée de la combustion. Le feu, c'est un mouvement électrique du feu cosmique. Mais ce n'est pas un mouvement électrique dans le sens que nous le connaissons, dans le sens que nous le comprenons. Ce n'est pas un mouvement électrique qui peut, par exemple, être engendré dans une linéarité matérielle, comme nous faisons au niveau des fils. Lorsque je dis que le feu, c'est une énergie électrique, je veux dire que c'est une énergie qui est capable, lorsqu'elle descend sur les plans inférieurs, de faire vibrer les particules, de faire vibrer les particules, qu'elles soient simples ou complexes, pour leur donner une certaine liberté, pour engendrer le mouvement, pour engendrer une certaine disparition ou une certaine naissance. Le feu, ce n'est pas simplement de la combustion. La combustion, c'est l'observation de la phénoménologie du feu à partir du moment où la qualité électrifiante du feu cosmique, autrement dit de toute cette énergie qui est en dehors de notre espace-temps, entre en contact avec notre matière. Nous avons tendance à analyser ou à comprendre la matière à partir des constats pragmatique qu'elle nous fait voir, lorsqu'en fait, éventuellement, la science sera suffisamment avancée pour pouvoir réaliser que tout ce qui existe en tant que matière sur le plan matériel est soutenu par d'autres forces sur d'autres plans. Que ce soit les forces vitales, que ce soit les forces astrales, que ce soit les forces mentales, l'univers ne se tient pas simplement ici, il est maintenu par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. C'est un monde qui est septuple. Et est-ce que, rendu à l'oméga, on retombe à l'alpha? C'est-à-dire que c'est sans fin, de l'infiniment petit, on arrive à l'infiniment grand, l'infiniment grand, on tombe à l'infiniment petit. Lorsqu'on parle de l'alpha et de l'oméga, on parle du cercle qui se ferme. On essaie d'expliquer la réalisation que le cosmos en lui-même, il est infini. Où il commence, il finit, où il finit, il commence. Et ça, c'est parce que le cosmos est régi par des lois de cycle qui sont tellement vastes qu'à partir du moment où un temps est terminé, un autre temps commence. Un temps est terminé, un autre temps commence. Il y a toujours perfectionnement dans l'énergie, perfectionnement dans l'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme est si important, parce que l'homme est arrivé à un point, au niveau de son évolution biologique, son évolution vitale, astrale et mentale, il est rendu à un point où il peut retourner à la source.
C'est pour ça que dans les siècles qui viendront, l'homme créera sur la Terre des systèmes de transport qui sont équivalents à ce que vous appelez vos fameux ovnis. L'homme créera des systèmes de transport qui seront extrêmement rapides, qui ne seront pas régis par les lois de la gravité et qui pourront passer d'un espace-temps matériel extrêmement lourd sur le plan quantum à d'autres niveaux et d'autres niveaux et d'autres niveaux. Et à partir du moment où l'homme sera capable de voyager dans ces autres espaces-temps-là, il pourra finalement rencontrer ses créateurs, c'est-à-dire venir en contact éthérique avec des intelligences qui ont été responsables pour le mouvement perpétuel de sa descente vers la matière. C'est pour ça que l'homme en arrivera à reconnaître et à venir en contact avec des intelligences qui lui ont donné naissance. Mais au début, avant de pouvoir les voir, il doit pouvoir s'habituer à communiquer avec eux ou avec elles par télépathie. Êtes-vous dans la notion des raéliens, que nous avons été créés par ces êtres qui se déplacent en ovni et on va les retrouver un jour? Des extraterrestres, comme dirait Richard Glenn. Si nous entrons dans le phénomène extraterrestre et les conditions de contact entre ces intelligences et la planète, nous sommes obligés de réellement nous séparer de la moindre spiritualité qui a tendance à colorer notre mental. Sinon, nous pouvons faire de l'overtime. Moi, je ne suis aucunement intéressé à rencontrer Jésus à côté de McDonald's céleste, vous savez. Mais effectivement, l'homme est un être, et je parle de l'homme racial, je parle de l'homme blanc, de l'homme noir, de l'homme jaune, des autres races. L'homme est un être qui a été... Non, attendez une minute. Si je peux le sortir, je vais le sortir. Il faut que je casse quelque chose. L'homme est un être qui a été créé par des intelligences. Il a été créé par des intelligences qui viennent d'autres mondes, d'autres plans. Cependant, l'homme doit reconnaître, quelque part dans son évolution, que les intelligences qui sont en évolution dans le cosmos n'ont pas le même statut universel. Autrement dit, il y a des intelligences qui sont extrêmement négatives, il y a des intelligences qui sont plus évoluées. Autrement dit, il y a différents statuts d'évolution. Et la race noire, la race jaune, la race blanche, les noyaux de cette race ont été créés par des intelligences de différents niveaux et de différents statuts et de différentes positions dans le cosmos. On ne doit pas croire que les hommes ou les races ont été créés par la même source. C'est très important ceci. Parce que si nous nous laissons influencés par ce concept, nous allons avoir tendance à croire que toutes les intelligences qui viennent des mondes parallèles sont bonnes, sont bénéfiques. Et ce n'est pas le cas. Il y a des intelligences qui sont extrêmement vicieuses, qui sont extrêmement dangereuses, qui ne sont pas intelligentes cosmiquement parlant. Elles sont intelligentes dans le cadre de leur propre évolution. Elles ont développé des facultés mentales, des facultés mentales très grandes qui, lorsqu'elles viennent en contact avec l'homme, peuvent créer chez l'homme l'impression d'une grande intelligence. Parce qu'en fait, ces êtres-là ne sont pas nécessairement très intelligents. Par contre, il y a des intelligences, des êtres, des civilisations qui sont extrêmement avancées, et ce sont ces êtres-là, des grandes civilisations, qui ne sont pas encore venues en contact avec l'homme. Et lorsque ces civilisations viendront en contact avec l'homme, la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui sur notre planète n'existera plus. Le contact qui se fait entre d'autres intelligences et l'homme, il est extrêmement hasardeux de le considérer comme étant un contact utile. Et pour que l'homme se protège mentalement, astralement, contre ces intelligences, il faut qu'il soit réellement dans son esprit. Il faut qu'il soit réellement dans sa propre énergie créative, dans sa propre identité, qu'il puisse aller dans l'intérieur de lui-même, sur le plan mental, et savoir comment vivre cette expérience par rapport à ces intelligences. Il y a un type aux États-Unis qui a vécu des expériences éthériques avec ces êtres-là, et ils l'ont rendu presque fou. Il est évident que lorsqu'une civilisation passe d'un espace-temps et vient vers la planète, même si elle se situe sur le plan éthérique de la conscience humaine, sans parler du plan astral, que l'homme qui n'est pas équipé mentalement pour traiter avec ces intelligences-là
qui peuvent devenir très fluidiques. L'homme peut subir des chocs psychologiques et psychiques de grande envergure. C'est pour ça que je n'aime pas parler de ces choses-là, parce que avant que l'homme puisse se donner, de mettre sur table les mystères de la création, de l'évolution, des civilisations, il faut que l'homme d'abord mette sur table la science de lui-même. Lorsqu'il aura compris comment est-ce qu'il fonctionne, comment il fonctionne en lui, mentalement, psychiquement, à ce moment-là, il sera prêt à prendre conscience de ces choses, et si des phénomènes dans sa vie se manifestent, ou si des phénomènes se manifestent dans la vie de l'humanité, à ce moment-là, il ne sera pas perturbé, et il ne sera pas magnétisé, et il ne perdra pas son identité. Sinon, nous faisons face à une grande révolution sur la Terre, nous faisons face éventuellement à des mouvements de masse absolument incroyables, où les hommes, d'une part, ceux qui seront très spiritualisés et naïfs, verront dans ces êtres une forme de divinité, et d'autre part, des êtres qui seront suffisamment attirés à ces expériences ou à ces intelligences pour vouloir partir avec elles. L'homme doit savoir et comprendre que c'est lui-même, dans sa fusion de conscience, qui doit faire le partage des choses et qu'il ne doit jamais se laisser imposer de l'extérieur, quoi que ce soit. Si nous nous laissons imposer des choses par l'homme et que nous les gobons, comme nous avons fait pendant l'évolution, imaginez-vous ce que nous pouvons gober de ce que d'autres intelligences, sur le plan astral, ou sur le plan éthérique, ou sur le plan physique, peuvent nous faire gober. C'est absolument inouï. Il y a une chose que je veux mettre le doigt dessus. L'homme est un être de lumière. Il n'est pas simplement un être plongé dans les ténèbres de sa conscience. En potentiel, il est un être de lumière. Donc, nous avons à la fin du XXe siècle le début d'une science qui nous permet de connaître, de comprendre les mécaniques ou la mécanique du subconscient. Nous avons la science qui nous permet de connaître et de comprendre comment fonctionne la pensée, où elle est colorée, où elle prend son origine. Nous avons et nous aurons beaucoup de sciences. Donc c'est à nous les hommes de prendre conscience de cette science et de la faire travailler en nous, autrement dit, de la vérifier par soi-même. Nous devons vérifier tout par nous-mêmes. Donc, si nous avons une science qui est universelle, elle sera vérifiée comme étant universelle. Si nous avons une science qui est simplement parallèle, si nous avons une science qui est simplement relative, si nous avons une science qui est astralisée, nous le vérifierons par nous-mêmes qu'elle est astralisée. Donc, s'il y a une partie dans l'homme qui est absolue, qui est sa lumière, et que cette partie a la capacité de se fondre avec l'ego pourra aller chercher ses propres réponses universelles qui coïncideront avec d'autres réponses universelles. Mais au moins l'homme ne sera pas prisonnier de doctrines nouvelles, que ce soit face à des hommes ou que ce soit face à des intelligences qui viennent d'autres planètes ou d'autres continuums. Nous vivons dans un temps où nous vivons la lutte pour l'esprit. Et autant j'aime parler de ces choses, autant j'aimerais parler, ou je voudrais, ou je parlerai de ces choses, autant nous devons parler de ces choses toujours d'une façon réaliste, d'une façon intelligente, non pas pour sensationnaliser le réel, non pas pour endoctriner l'homme, mais pour réellement protéger l'homme contre lui-même. Si l'homme apprend à se protéger contre lui-même, à se protéger contre tous les mouvements astraux de sa conscience, à ce moment-là, lorsqu'il fera face à ses expériences, ou lorsqu'il aura accès à des connaissances qui font partie des mystères de l'univers, il ne sera pas troublé, et il trouvera ça très intéressant, et au lieu de le vivre en tant que connaissance, il le parlera en tant que savoir. Parce qu'un homme qui est conscient n'est pas intéressé à ces choses. Ils font partie de sa conscience. Nous sommes intéressés à la connaissance parce que nous n'avons pas de savoir. Lorsque nous aurons le savoir, nous ne serons pas intéressés à la connaissance. Et c'est ça qui est difficile dans le temps où nous vivons de réaliser. L'homme est lumière. Où se situe cette lumière et de quelle nature est cette lumière? Cette lumière se situe sur le plan mental de sa conscience. Et le plan mental de sa conscience est un monde, c'est un univers en lui-même. Nous avons tendance à comprendre, nous pouvons comprendre les trois dimensions de l'espace. Mais nous avons des difficultés à comprendre le dimensionnel invisible des plans qui constituent notre réalité psychique. Il est difficile pour nous de comprendre la spatio-temporanéité, par exemple, de notre corps éthérique. Pourquoi? Parce que nous ne l'utilisons pas. Nous avons plus de facilité à comprendre la spatio-temporanéité de notre corps astral, parce que nous rêvons, nous allons dans des mondes. Mais nous avons beaucoup de difficultés à réaliser la spatio-temporanéité de notre corps mental, parce que nous ne connaissons pas la réalité psychique
de notre moi universel. Nous ne connaissons que la réalité psychique de notre moi planétaire. Et ces deux-là font partie intégrale d'une même chose. Ce qui est absolu et particulier chez l'homme fait partie d'une même composante. Dans le passé, ces choses ont été réunies, elles ont été séparées et elles deviennent encore réunies. Donc l'homme s'habituera avec le temps à cette capacité mentale de découvrir l'infinité, de parler de l'infinité. Ce sera facile pour lui. Et lorsqu'il aura une conscience éthérique, lorsqu'il pourra utiliser son véhicule éthérique, à ce moment-là, il réalisera que son véhicule éthérique, c'est la contrepartie matérielle de son corps mental, que ce véhicule éthérique-là, il est nourri, il est maintenu en puissance, il est donné sa dynamique par le corps mental. Donc l'homme réalisera que la vie de son corps éthérique se situe dans le mental de sa conscience, et le mental de sa conscience est le point dans le temps et dans l'espace de sa conscience où le double connecte avec tout l'appareil psychique de son être matériel. Donc à ce moment-là, l'homme aura accès à son cerveau éthérique. Au lieu d'avoir simplement accès à un cerveau matériel basé sur la mémoire, il aura accès à un cerveau éthérique qui n'est pas basé sur la mémoire, mais qui a accès à une mémoire cosmique, universelle, sans fin, parce que justement, ce cerveau éthérique-là fait partie de la composante matérielle du plan mental sur laquelle se fixe le double pour rayonner son énergie vers la matière. Donc l'homme a à comprendre, à réapprendre, à réaliser qu'il est lumière. Et de quelle nature est cette lumière? Cette lumière, elle est infinie, elle n'a pas de fin dans le temps, mais elle est proportionnelle en intelligence à l'expérience cosmique de son double. Autrement dit, plus un double est évolué, plus il a la sagesse, la science de l'énergie pour faire évoluer l'humain. Donc, vous avez des chérubins, vous avez des séraphins, vous avez des archanges, vous avez, autrement dit, des statuts universels de différents ordres, et ces intelligences, plus leur expérience elle est grande, plus naturellement le mouvement vibratoire rayonnant de leur énergie à travers le plan mental de l'homme et tout l'appareil psychique de l'être humain sera vibrant de cette énergie-là. Et ces êtres-là ont la grande responsabilité de ne pas détruire leur contact humain, autrement dit, de ne pas détruire le point final de leur connexion avec la matière. C'est pour ça que l'homme ne peut pas évoluer psychiquement trop vite. Souvent, les hommes disent « Ah ben moi, je suis prêt, parlez-moi-en de ces affaires-là, papa. » Mais aussitôt qu'on leur en parle, ensuite, nous les retrouvons à l'hôpital. Donc, l'homme doit comprendre que de l'intelligence, autrement dit, de la lumière, c'est de l'énergie, ce n'est pas simplement des formes mentales, ce n'est pas simplement des concepts. Les formes mentales, les concepts font partie de l'intelligence inférieure du mental de l'homme. Mais sur le plan mental, créatif, universel de la conscience de l'homme, c'est simplement de la lumière qui rayonne, et qui fait vibrer les cellules, et qui fait vibrer le corps mental de l'homme pour qu'il parle ou pour qu'il exprime ce que cette lumière-là contient de science et de connaissance. Notre double, est-ce que c'est nous autres? Le double, c'est la partie cosmique de nous autres. Le double peut être à différents niveaux vibratoires, différents niveaux de conscience. Est-ce qu'on a tous un double chérubin ou on a tous un double archange? Les doubles font partie de la même lumière, mais ils ont différents statuts universels. Ils ont différents niveaux d'expérience. Il y a des doubles qui sont très simples, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il y a des doubles qui ont beaucoup d'expérience. Pour les humains incarnés, là. Pour les humains incarnés, il n'y a pas un humain sur la Terre qui n'a pas une connexion avec son double. Si l'homme n'avait pas de double, il ne pourrait pas penser. C'est pas le fait que nous venons de la mort que nous pouvons penser, c'est le fait que nous avons contact avec la lumière qui nous permet de penser. Alors chaque humain a un double qui est peut-être en première année, l'autre en troisième année, l'autre qui est en secondaire, l'autre est à l'université. Exactement. Et comment ça se manifeste dans l'être humain qui est incarné ici? Ça se manifeste dans une plus grande conscience. Plus un être a une grande conscience, plus le double est expérimenté. Vous avez des êtres, par exemple, comme le Nazarien, ce sont des êtres qui ont des doubles de très grande expérience. Ce sont des êtres qui ont contact avec l'universel, avec des intelligences ou des principes d'intelligence qui sont très très avancés, ce qui donne à ces êtres-là, ici, une capacité créative qui est hors de l'ordre humain naturel. La raison pour laquelle, dans le monde occidental, nous avons tendance à diviser notre nature, c'est-à-dire prendre conscience d'une nature matérielle et plus ou moins opter pour une nature spirituelle ou cosmique, c'est parce que nous avons des sens, c'est-à-dire que nous avons un corps astral qui bloque cette lumière-là.
Mais par contre, il y a des religions, d'ailleurs toutes les religions dans un sens, mais l'orientalisme dans un sens encore plus avancé, ont tendance à unifier et à donner à l'être humain une valeur cosmique, une essence cosmique, une unité dans un grand tout. Et ceci, c'est valable dans un sens seulement. C'est valable dans le sens qu'effectivement l'homme est un être qui fait partie d'un grand tout, mais où cette conception spirituelle, mystique, est dangereuse pour l'homme, c'est que à partir du moment où l'homme entrera en contact avec la fusion, vivra la fusion ou entrera en contact avec le double, il sera forcé de prendre conscience que la qualité cosmique unifiante de sa nature, c'est un des grands pièges astrales spirituels à la conscience évolutive. L'homme, bon, vous êtes assis sur une chaise. Effectivement, si je vous demande, bon ben, qu'est-ce que vous êtes, vous allez dire, moi, c'est cette partie-là qui est assise sur la chaise. Mais si je veux réellement devenir subtil, si je veux réellement aller dans le raffinement de la perception de ce que je vois, je ne vous vois pas seulement vous là. Il y a une forme que votre corps possède qui est donnée par la chaise. Donc vous n'êtes pas simplement Richard Glenn, vous êtes Richard Glenn dans la chaise. Si vous enlevez la chaise, on verra bien qu'est-ce que c'est Richard Glenn. Vous aurez les pieds dans les airs. Donc sur le plan du double et de l'ego, c'est la même chose. Nous avons tendance à croire que nous sommes l'ego, c'est seulement ça. Parce que nous n'avons pas conscience de ça. Nous avons l'impression que la forme que nous avons en tant qu'ego, c'est la forme naturelle, et ce n'est pas le cas. C'est la chaise qui donne au corps la forme. Donc c'est la même chose au niveau de l'homme. C'est la lumière qui donne à l'homme sa forme, autrement dit, c'est la lumière qui donne à l'homme la conscience mentale de sa nature. Donc c'est la lumière qui donne à l'homme la conscience vibrante de son moi à travers un corps astral qui colore cette conscience à cause des sens et le fait que nous sommes matériellement dans un monde qui est purement limité à 3 dimensions. Mais si nous sortions un peu de notre 3 dimensions, nous verrions qu'il y a une plus grande fluidité entre nous en tant qu'égaux et ce qui est à l'extérieur. Et c'est pour ça que les gens qui vivent, par exemple, l'expérience clinique, lorsqu'ils sortent de leur corps matériel meurtri, qu'ils passent par le tunnel et qu'ils voient cette lumière là-bas, ils se sentent unifiés à cette chose. Ils sentent une grande unité avec cette chose. Mais ils perdent l'identité consciente de leur moi. Ça, c'est parce que la lumière qu'ils voient, ça fait partie de la lumière astrale. Mais lorsque l'homme sera conscient et qu'il passera du plan matériel au plan éthérique au lieu d'aller sur le plan astral de la mort, lorsqu'il arrivera de l'autre côté, il ne vivra pas le contact avec cette lumière là-bas, qui est la lumière astrale. Il sera lui-même lumière, et il verra d'autres êtres qui sont eux-mêmes lumière, donc il verra de plus en plus d'entités à différents niveaux cosmiques, hiérarchiques, qui sont eux-mêmes lumière, donc l'homme verra passer dans les ciels ou les infinités de ce monde éthérique des êtres extrêmement avancés qu'on appelle aujourd'hui les archanges, ou des êtres extrêmement expérientiels qu'on appelle les hommes éthériques, l'homme immortel, et l'homme verra la totalité des êtres scients de la création. Autant aujourd'hui l'archange fait partie de ces mondes absolument éloignés de la conscience humaine, autant nous verrons sur ce plan éthérique-là toutes sortes de mondes, des grands, des petits et des moindres, et c'est là que l'homme fera contact avec les êtres qui réellement régissent l'univers à tous les niveaux, qui sont responsables de l'ouverture et de la fermeture du monde de la mort, qui sont responsables pour le déplacement des âmes dans le monde de la mort et du transfert de ces âmes sur d'autres planètes. L'homme verra pourquoi, par exemple, verra la fonction des comètes qui se promènent de temps à autre dans le cosmos, quelles sont ces fonctions, quelles sont les fonctions des comètes. L'homme verra avec la grande franchise de cette conscience éthérique, là, l'organisation psychique occulte, invisible des mondes, et l'homme réalisera que le monde invisible, les mondes parallèles, sont effectivement beaucoup plus organisés structurellement que nous le sommes ici, et que nous, ici, nous sommes simplement un petit blueprint de ce qui se passe dans l'invisible. Donc, à ce moment-là, la vie, le cosmos, les mystères, la hiérarchie, les intelligences, tout ce que nous pouvons nous imaginer d'être-té dans l'univers, il fera partie de la conscience de l'homme, donc fera partie de son 3e œil. Et c'est normal que ce soit ainsi. Mais pour que nous puissions en arriver à ceci, il faut que nous soyons amenés à ceci par ces intelligences.
qui au début nous semblent étranges dans leur mouvement vers nous parce qu'elles sont obligées d'utiliser notre vocabulaire personnel pour transiger avec nous, pour nous empêcher de sauter la culture trop rapidement. Et au fur et à mesure qu'on s'avance et qu'on s'avance et qu'on s'avance, on s'aperçoit que le langage change, on s'aperçoit que le langage est plus objectif, on s'aperçoit que ces êtres-là, au lieu de passer à travers le je qui nous donne l'impression que c'est nous autres qui nous parlent, ils commencent lentement à passer à travers le tu, donc ça commence à nous permettre de vivre la communication télépsychique avec eux, et lentement, graduellement, l'homme va s'habituer à ceci, parce que l'homme, dans son retour vers l'univers, il ne faut pas aller trop loin, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui s'intéressent à évoluer, je leur dis, occupez-vous donc de votre steak, occupez-vous de votre femme, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre travail. L'évolution va se faire one way or another. Mais si vous commencez à vous préoccuper de l'évolution, vous allez capoter sur le top, et finalement, ce que vous allez vivre, c'est une révolution interne, c'est un dépaysement psychologique, psychique, ce sera un mouvement petit à petit vers une forme quelconque d'aliénation, au lieu de vivre votre vie comme vous avez toujours vécu votre vie, sachant que petit à petit l'homme avance dans la mesure où il a suffisamment d'intelligence et de sensibilité pour laisser les oreilles et les yeux ouverts. Mais nous ne sommes plus au temps de la recherche spirituelle. La recherche spirituelle, c'est la finalité de l'évolution. C'est la fin de l'homme. Ça fait partie du fait que l'homme a besoin de se trouver une identité. Mais lorsque l'homme aura trouvé cette identité, ce sera fini, ceci. L'homme cessera de rechercher et il commencera finalement à être créatif, à travailler, à être parfaitement bien dans sa peau. C'est ça que nous avons besoin. D'être bien dans notre peau. Pas dans notre peau par rapport à la peau des autres, pas dans notre peau par rapport aux croyances des autres, dans notre peau par rapport à ce que nous savons en tant qu'individus. C'est ça l'identité. Et c'est ça l'enjeu de la prochaine race racine, c'est ça l'enjeu des 2500 prochaines années, c'est ça l'enjeu de l'évolution de la conscience supramentale sur le globe, c'est ça l'enjeu de l'évolution de la conscience de l'homme, c'est ça le rapprochement entre l'homme et son infinité, c'est ça la brisure entre l'homme nouveau et l'homme ancien, c'est ça l'avenir, c'est ça la possibilité créative de l'homme, c'est ça l'entrée de l'homme dans d'autres dimensions, c'est ça la compréhension instantanée de l'homme des phénomènes. Regardez, il y avait je fais référence à ce type qui a vécu l'expérience clinique. Toi, je crois que j'ai eu à la télé, ou avant hier, je ne sais pas. Et quand il est rentré dans le tunnel, il entre en contact avec cette lumière. Et quand il est revenu, quelques temps après, il a parlé à sa femme, il a commencé à parler de Max Planck, il a commencé à écrire, et à développer des équations qui ne faisaient pas partie de son mémoriel personnel. Donc, si un homme peut vivre une expérience clinique, passer dans le tunnel de la mort, ne pas rentrer dans la mort elle-même, venir en contact avec la mémoire, avec cette lumière qui contient les archives, c'est possible à un simple être de vivre une expérience d'âme extraordinaire comme lui a vécu. Pourquoi ça ne serait pas facile pour l'homme nouveau de demain, sans avoir à passer par le tunnel de la mort, et en entrant dans la conscience de la vie, d'avoir accès à cette infinité de science qui fait partie de la lumière énoïe, qui fait partie de la conscience infuse, naturelle de l'homme. Et c'est ça l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre. Mais ça viendra dans le temps de la lumière et non pas dans le temps de l'ego. Donc quand la lumière sera prête à donner à l'homme cette science, l'humanité bénéficiera de cette science. Et l'homme doit devenir suffisamment mûr pour réaliser que le contact entre la lumière universelle et l'ego, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa recherche. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de son désir spirituel. C'est quelque chose qui est après, au-delà de la recherche et au-delà de la recherche spirituelle. La recherche spirituelle, ça fait partie de l'expérience de l'âme. La fusion, ça fait partie de l'expérience de l'âme, de l'ego et de l'esprit. Donc, ça ne fait pas partie de notre temps, ça fait partie de notre temps. Ça ne fait pas partie de notre évolution, ça fait partie de notre avenir. Ça ne fait pas partie de notre orgueil spirituel, ça fait partie de notre grande humilité cosmique. Vous allez me demander une question ou rester comme ça? Nous avons, et c'est normal, été conditionnés pendant des siècles, des millénaires. Et c'est la lumière de l'homme qui le déconditionnera. Un homme ne peut pas se déconditionner. L'être humain ne peut pas par lui-même se déconditionner. Donc, tu sais pourquoi je ne posais plus de questions? J'avais l'impression d'avoir compris qu'on n'a rien qu'à rester là, à attendre que ça se passe. Nous entrons dans l'évolution. On ne peut pas provoquer des choses? Provoquer quoi? Alors, on attend. Ce que nous avons, s'occuper de notre steak, ce que nous avons à faire dans notre société, sur notre planète, c'est de remplir le rôle que nous avons à jouer, au niveau où nous pouvons le jouer. Nous avons à remplir le rôle de travailleur,
Nous avons à remplir le rôle de mari, de femme, d'enfant, d'étudiant. Payeur de taxes et d'impôts. Oui, ça fait partie de la structure de notre monde. Et au fur et à mesure où nous avançons, ce rôle changera, la conscience changera, et l'homme en arrivera à une conscience plus intégrale. Mais sinon, nous allons développer des attitudes. Et si nous développons nos attitudes, mais à ce moment-là, nous n'aimerons plus notre femme, nous n'aimerons plus le mariage, nous n'aimerons plus les enfants, nous n'aimerons plus les gouvernements, nous n'aimerons plus le travail. Et c'est qu'est-ce qui se produit chez l'être humain aujourd'hui qui se retourne contre la société? Ben, il devient un être dans la rue, il devient un être qui n'a plus de moyens, il devient un être découragé, qui éventuellement doit être récupéré par la société sans pouvoir, pour cela, bénéficier de sa conscience. Mais celui qui est déjà en train de fusionner avec la lumière, avec son double, se rend compte très rapidement de l'absurdité dans le monde dans lequel il est tombé. Non. Un homme qui est conscient ne considère pas l'absurdité dans laquelle il est. Il considère ou il réalise simplement que la Terre ou la conscience de l'humanité est très grande. Nous vivons sur une planète qui n'est pas absurde en elle-même. Nous vivons sur une planète qui a extrêmement évolué sur le plan de la science. Nous vivons sur une planète qui est à l'homme beaucoup de créatifs à différents niveaux. Effectivement, il y a beaucoup d'absurdité, il y a beaucoup d'aliénation, il y a beaucoup de destruction. Mais ça fait partie de l'inconscience de l'homme. La plus grande souffrance de l'homme conscient, c'est de réaliser que l'humanité est inconsciente. Mais il ne doit pas astraliser cette conscience. Autrement dit, il ne peut pas se laisser aller dans la réflexion sans fin de cette inconscience. Sinon, la vie n'aurait pas de plaisir pour lui. Il y a dans le monde beaucoup de choses intéressantes. Il y a des hommes qui font de grandes entreprises, il y a des hommes qui font de la grande science, il y a des hommes qui font de la grande architecture, il y a des choses qui se passent dans le monde. Nous pouvons aujourd'hui voyager d'un point sur une planète à un autre point sur notre planète. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ce qui fait que les hommes aujourd'hui se découragent dans le monde, c'est parce qu'ils se sont laissés enivrer par des concepts d'évolution spirituelle, de recherche intérieure qui les ont mis en opposition avec la société. Des gens qui se sont livrés à une recherche spirituelle interne tellement polarisée qu'ils ne sont plus intéressés au monde, ils sont intéressés simplement à leur comment dire, à leur salvation, à leur salut. Et ça, c'est une illusion spirituelle. Être des élus. À être des élus. Alors ça, c'est une illusion. L'homme doit s'occuper de vivre tant qu'il peut vivre sur le plan matériel en fonction de ce que l'homme de bonne volonté, l'homme sage. Il y a des inconscients sages dans le monde. Et ce sont ces gens-là qui donnent au monde la capacité de se maintenir. Il y a des chefs de gouvernement, il y a des chefs d'industrie, il y a toutes sortes de monde qui ont réellement de grandes intentions, même s'ils n'ont pas de puissance. Mais ils ont de grandes intentions. Est-ce que des gens qu'on dit primitifs, qui vivent encore à l'état sauvage, peuvent avoir un double très évolué? Parce qu'on dit qu'au Pérou, écoute-moi une seconde, on dit au Pérou que des indigènes, des descendants des Incas, regardent les gens dans les civilisations dans la ville en disant ça, ce sont ceux qui se sont trompés. Et quand on regarde le fruit des villes, pollution, cancer, sida et tout le reste, et qu'eux, sur le bord du lac Titicaca, continuent à vivre dans des maisons de roseaux, sont en harmonie avec les lois naturelles. Bon. Vous savez, là, tous ces gens-là qui parlent d'en harmonie avec ci, puis d'en harmonie avec ça, puis d'en harmonie avec ci, puis d'en harmonie avec ça, effectivement, ces gens sont plus en harmonie avec la nature parce que leur société n'est pas aussi complexe que la nôtre. Nous, avec le temps, l'homme qui vit dans ces sociétés plus complexes en arrivera un jour à harmoniser avec la nature. Et c'est beaucoup plus difficile. Lorsque tu as simplement un chien dans ta vie, une hutte, puis 2 carottes, c'est facile de vivre en harmonie avec la nature. Donc, donnez-moi pas ces arguments. Ces gens-là ce sont des êtres, ce sont des âmes très simples, ce sont des âmes qui sont effectivement en harmonie avec la nature. Ce sont des âmes qui sont extrêmement astrales, parce que ces êtres-là sont très astrales. Si vous avez jamais rencontré des êtres qui vivent, par exemple, dans les zones tropiques,
à l'intérieur des tropiques, en tout cas moi j'en ai rencontré, ils sont extrêmement astralisés. Ce sont des êtres qui font partie des anciennes mémoires de l'Atlantide, ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas au temps de l'Atlantide, nous sommes au temps de la fin de la 5e race racine, nous entrons dans un autre corridor de temps et d'espace. Donc ça gargariser avec des concepts, des spirituels, sociaux, et c'est prendre des images dans un autre monde et essayer de les mettre dans notre monde. Et je comprends que nous voulons regarder vers ces êtres-là pour prendre ce qu'ils font naturellement bien et nous de le donner. Mais nous sommes une civilisation scientifique. Et au 21e siècle, au 22e siècle, 23e siècle, ainsi de suite, nous serons encore une civilisation encore plus scientifique. Donc il ne s'agit plus pour l'homme de vivre demain, dans 50 ans, 200 ans, avec son petit chien, sa carotte et son soleil. Il s'agit pour l'homme demain, dans 50 ans, 200 ans, de créer des villes somptueuses en verre, de créer des centres d'énergie à l'intérieur de ces villes-là qui sont totalement libres des forces de combustion. Il s'agit pour l'homme de créer des véhicules de transport dans le cosmos qui ne seront plus régis par les lois de la gravité terrestre. Autrement dit, il s'agit pour l'homme d'aller vers une science cosmique universelle dans la mesure où l'homme en arrivera à ce stage. Il ne s'agit pas pour lui de retourner aux ablutions spirituelles de sa conscience par rapport à la nature. Ceci, c'est une illusion, et si vous voulez vivre dans cette illusion, vous allez vivre le paradoxe de la vie humaine sur la Terre. L'homme s'en va vers un devenir, il s'en va vers une science, et la science qu'il a aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il aura demain, mais il doit en arriver éventuellement à avoir une conscience qui supporte sa science. Il y a des races sur la Terre aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Il y a des races, et ça fait partie des cycles cosmiques, il y a des races qui ont fini leur épreuve, leur fonction sur la Terre. Il y a d'autres races qui vont prendre la relève. Nous ne sommes pas sur une planète expérimentale, nous ne sommes pas régis par des lois politiques, nous sommes régis par des lois cosmiques. Il y a des peuples, des races sur cette planète qui ne se réincarneront plus, qui ne continueront plus après un certain temps leur évolution d'âme expérientielle. Les pygmées, par exemple, en Afrique, sont en voie de disparition. C'est fini. Mais nous sommes tellement spirituels, nous pensons tellement avec notre cœur, nous pensons tellement avec nos émotions que nous ne sommes pas capables de voir et de comprendre que l'évolution d'une planète, c'est cosmique, ce n'est pas simplement politico-matériel. Donc vous nous avez parlé de la réincarnation. Il n'y a aucun risque que nous ici, on se réincarne dans un pygmée dans une prochaine vie. Non, l'homme va se réincarner dans des corps qui sont fixés dans des civilisations plus avancées. Il ne s'agit pas, l'homme ne peut pas regresser, l'homme avance. Donc les pygmées ont fini leur évolution. Lorsqu'ils auront fini leur évolution, ces âmes iront soit sur d'autres planètes s'ils ne peuvent pas revenir ici, ou ils reviendront ici s'ils peuvent continuer à évoluer dans des corps ou dans des civilisations qui peuvent les prendre. Ça fait partie de l'évolution des civilisations, des races. Moi j'aimerais beaucoup parler en public de l'évolution des races, de la loi des races, mais on me lancerait des pierres à la tête, c'est pour ça que je ne le fais pas. Il faut être très objectif. On aurait des faux crématoires dans le coin du théâtre. Il y a des lois. Effectivement, ces peuples nous servent d'image, nous servent de modèle sur le plan de la conscience sociale. Lorsque nous regardons ces peuples qui vivent en harmonie avec la nature et que nous voyons jusqu'à quel point nous avons dégradé notre nature, mais ça nous enseigne quelque chose. Donc nous bénéficions de ce que ces peuples peuvent nous donner. Mais de là à dire que l'homme doit retourner à un stage d'évolution astrale dont la mémoire est atlantéenne, c'est totalement retourner dans le passé, et ça ne se fera pas anyway. L'homme doit perfectionner ses bêtises dans un sens créatif et non pas abolir son présent pour retourner vers un passé qui est purement poétique. Perfectionne. Nous faisons des bêtises, nous avons de la pollution, nous avons des gaz, donc nous perfectionnons nos bêtises créativement. Donc viendra le temps où les gouvernements, la science sera obligé de faire des choses. Et si l'homme n'est pas capable de rien faire, pour des raisons politiques, pour des raisons de race, pour des raisons de mémoire, sur notre planète,
si l'homme n'est pas capable d'arrêter les dernières forces de l'évolution qui s'abattent contre le planète, l'homme vivra, l'humanité vivra un karma planétaire. Et elle le vivra parce que ça fait partie de l'évolution et l'évolution de l'âme. Et les hommes le vivront one way or another. Regardez la situation au Mexique. Si le gouvernement mexicain n'est pas capable de changer, de profondément altérer la condition à Mexico City avec ses 22 millions d'habitants, ils vivront la maladie, ils vivront la catastrophe sociale. Si les gens ou les gouvernements ou les agences ou les gens qui s'occupent de l'évolution du monde ne sont pas capables de réaliser qu'il faut faire des mouvements créatifs avant la crise, ils vivront la crise. Et cette crise sera vécue à l'échelle mondiale, parce que ça fait partie de la phénoménalisation de l'énergie astrale sur notre planète. Donc ce ne sont pas les hommes conscients qui comprennent la ritournelle de l'évolution qui vont souffrir de ce qui se passe dans le monde. En tout cas, ce ne sera pas moi. Parce que l'homme, si l'homme, après avoir été dit, après avoir été démontré par toutes sortes de personnes, il y a des gens dans les gouvernements qui parlent, il y a des gens dans la rue, il y a des gens dans les universités qui crient, qui disent, bon ben, c'est assez ça, c'est assez, il faut changer ça. Si les gouvernements ne sont pas capables de changer, s'ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités d'une façon créative et réellement amener le vaisseau de l'État à une conclusion créative pour le bien-être du peuple, comme certains pays font, à ce moment-là, les pays, les nations, les races paieront de leur insouciance, de leur incapacité politique et de leur manque de volonté créative sur le plan de la politique. C'est final. Et moi, je n'ai absolument aucune sympathie pour les gouvernements, pour les hommes, pour les races, dans cette condition-là. Dans la situation du Mexique, il est écrit dans la Constitution, il y a des lois contre la pollution. Mais on ne renforce pas. On va voir une personne dans l'industrie, on va dire, bon ben, donne-moi tant, je ferme ma gueule, mais continuez à fermer votre gueule, continuez à ne pas remplir votre devoir de policier ou de personne impliquée dans le bien-être de l'évolution sociale, et l'homme paiera le prix. L'homme paiera le prix. Et lorsque l'homme aura suffisamment souffert dans toute la consternation cataclysmique de son devenir, de son incapacité, de sa fin de cycle, ensuite viendront d'autres forces, se manifesteront d'autres forces dans le monde qui mettront droite l'évolution de l'homme, et l'homme, certains hommes, un grand nombre d'hommes, vivront l'effroi spirituel face à ceci, et d'autres hommes verront que les temps sont venus pour que finalement se réorganise l'humanité et que s'engendre un nouveau processus d'évolution. En attendant, on regarde le téléjournal, on regarde les téléromans à la télévision, et on attend que ça se passe, au Mexique. Parce qu'ici, ça ne se passe pas. Il y a seulement le Mexique, il n'y a pas seulement le Mexique, il y a tout. La planète est devenue un bordel de déconfiture, tout partout. Et je vais vous dire une chose, parce que ça fait longtemps que je vous le dis. Il y a, dans nos sociétés modernes, trop de libéralisme. Autrement dit, il y a trop de personnes qui se tirent, trop de personnes qui veulent voir leur intérêt au niveau du gouvernement manifesté. Et vous avez ces types dans le gouvernement qui sont réellement des hommes de grande volonté, de bonne volonté, et qui essaient de mettre tous ces gens-là, d'accord, et ils sont incapables. Et nous allons être obligés de réaliser que dans une nation, dans une société, c'est autant la responsabilité des masses, des individus, de s'organiser pour faciliter le travail au gouvernement, pour que les choses aillent plus rondement, que de simplement faire obstacle pour des raisons de profit, pour des raisons politiques, pour des raisons quelconques. Il faut que les masses et les gouvernements se joignent ensemble, parce que dans les gouvernements, il y a des gens de bonne volonté. Comme dans les masses, il y a des gens de bonne volonté, mais il y a aussi dans les masses des gens qui ont simplement l'esprit tordu, l'esprit de travers. Il y a dans les masses des frustrés, et souvent ce sont les frustrés qui ont plus de pouvoir sur la politique que les hommes de bonne volonté.